Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, pour ce rendez-vous en partenariat avec la Maïf et avec l'Autonome de solidarité laïque. Bienvenue à Marilyn Philippi, notre invitée de ce soir, donc sur la thématique de la responsabilité territoriale des entreprises, en lien avec l'ouvrage qu'elle a écrit et que vous pourrez retrouver bien sûr à la sortie. Je dis juste un tout petit mot pour le déroulé de cette soirée. Déjà remercier les étudiants, les élèves en section accueil du lycée professionnel Jean Duroux qui nous font le plaisir d'être présents ce soir pour vous accueillir à nos côtés. Merci beaucoup. Merci aussi bien sûr à leurs professeurs qui les accompagnent. Merci à vous pour votre présence. Encore une fois, nous ferons une captation ce soir, donc vous pourrez retrouver et partager cette conférence par la suite sur les réseaux. Ce sera présent sur le site de l'Estive et la chaîne YouTube. Un mot également pour vous dire qu'à l'issue de cette conférence, il y aura un repas. Si vous n'avez pas encore réservé, vous pouvez venir vers nous, voir s'il reste des places. Et puis un film, Une année difficile, d'Éric Toledano, Olivier Nakache, comédie sociale très attendue de cette rentrée cinéma. Donc on sera ravis d'échanger aussi avec vous autour de ce film par la suite. Et je passe tout de suite la parole donc à notre partenaire, fidèle partenaire, précieux partenaire. D'abord, d'accord. Alors d'abord à l'Autonome de solidarité qui nous rejoint pour cette soirée. Madame. J'espère d'ailleurs que je ne vous rejoindrai pas que pour cette soirée, puisque nous sommes associés depuis 2009 avec la Maïf. Nous appartenons effectivement à une association mutualiste. Voilà, et qui s'appelle donc l'Autonome de solidarité laïque. Je me présente Laurette Urena. Je suis délégataire présidente depuis 2 ans maintenant de l'Autonome de solidarité. Alors l'Autonome de solidarité laïque était indépendante dans chaque département depuis très longtemps et jusqu'en 2020. Maintenant, nous sommes une grande association avec une tête à Paris, comme c'est souvent le cas, et une association avec toutes les autonomes de métropole et des territoires d'outre-mer. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Qui est-elle, cette autonome de solidarité? Eh bien, c'est une très vieille dame, elle a 120 ans. Elle a été créée à Toulouse en 1903, et oui, à Toulouse, par un instituteur, pour des instituteurs. Elle a vite grandi, association loi 1901, destinée à la protection, déjà, dirais-je, des enseignants en difficulté dans leurs écoles. Depuis 2009, associée au travers de l'offre des métiers de l'éducation à la Maïf, pour encore mieux protéger les enseignants sur les risques inhérents dans leur profession, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça arrive de plus en plus, l'ASL s'ouvre aujourd'hui, en plus, depuis 2020, sur d'autres, comment dirais-je, sur d'autres métiers qui font forcément partie de l'éducation nationale, mais qui sont toujours autour de l'élève et de l'enfant. Et déjà, l'autonome s'adresse aux loisirs associés à l'école, aux accueils de loisirs sans hébergement, également aux ATSEM des écoles maternelles, et également aux AESH, c'est-à-dire aux personnes qui s'occupent dans les classes d'enfants en situation de handicap. Tout ça de la crèche, des crèches à la terminale, mais elle ajoute dès à présent les enseignants et les personnels des écoles, des établissements sous contrat d'État, ainsi que les personnels de clubs sportifs, par exemple. Donc l'autonome de solidarité laïque participe de l'ESPER comme partenaire Maïf, donc à l'économie sociale et solidaire. Plus que jamais, solidarité et laïcité sont 2 notions essentielles de notre monde. Plus que jamais, le besoin de solidarité est indispensable à nos collègues, à nos élèves, à tous nos jeunes. Plus que jamais, se fait aussi ressentir l'indispensable laïcité auprès des jeunes si différents face à nous, grâce, le plus souvent possible, à la neutralité absolue des personnels. Et l'ASL et ses bénévoles sont essentiellement à l'écoute
et quelquefois en médiation pour les personnels adhérents. Et je vous remercie donc tous et je vous dis à très bientôt. Merci José. Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci d'avoir répondu voilà, à notre invitation. Merci à l'Estive et 14 ans de partenariat et bientôt une quarantaine de soirées, conférences, débats et on est à travers ces soirées on a pu balayer tout un très large éventail de thématiques sociétales et de pouvoir réfléchir ensemble et partager des idées autour donc, de ces thématiques qui sont chères à notre territoire ariégeois. Merci à l'Autonome de Solidarité, une autre vieille dame, comme la Maïf, tous les deux, voilà, on cumule pratiquement 220 ans. Et on souhaitait donc ce soir, en ce mois de l'ESS, qui se termine là, ces jours-ci, puisque le mois de novembre est consacré et dédié traditionnellement à l'économie sociale et solidaire, on tenait à réaffirmer notre profond ancrage et notre profond attachement à cette économie sociale et solidaire. Alors, Maïf, depuis toujours, a été un pilier de cette économie sociale et solidaire, et elle est devenue, en 2020, l'une des premières sociétés à mission. Et en tout cas, la première dans le secteur de l'assurance, et elle s'est donnée pour objectif de mener toute son activité au service du mieux commun. Et je crois savoir que le bien commun, c'est bien l'idée de la responsabilité territoriale des entreprises qui est d'entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Donc ancrage territorial, finance solidaire, promotion d'un modèle d'entreprise engagé et développement d'un écosystème d'acteurs locaux qui œuvrent à la recherche d'impact positif pour leur territoire, c'est notre quotidien de militants, et c'est notre raison d'être à la Maïf. Et parce que nous sommes convaincus de tout cela, et qu'une partie des réponses aux crises que l'on traverse, que ce soit crise environnementale, crise sociale et crise de valeurs, on va pouvoir essayer d'aller chercher ensemble des solutions à travers l'écoute des besoins des territoires, l'attention sincère qu'on peut lui porter et surtout cet engagement de tous. Et donc nous souhaitions réfléchir avec vous, avec notre communauté humaine qu'est la Maïf et ses sociétaires, réfléchir ensemble à ce vaste sujet qu'est la responsabilité territoriale des entreprises et qui de mieux pour nous guider dans cette réflexion et que la meilleure spécialiste, Marilyn Filippi, et que l'on a vraiment beaucoup de plaisir à accueillir ce soir parmi nous. Et on a vraiment beaucoup de chance qu'elle ait pu venir dans notre territoire. Marilyn Filippi, professeure à Bordeaux Sciences Agro, chercheuse associée à l'INRAE Paris-Saclay, rédactrice en chef de la RECMA, la Revue internationale de l'économie sociale. Elle a dirigé la rédaction du livre « La responsabilité territoriale des entreprises » en 2022, qu'elle a écrit avec un collectif de chercheurs de la chaire Terre ESS de Sciences Po Bordeaux. Voilà, donc merci infiniment Marilyn d'être présente ce soir. Et je vous laisse sans plus attendre la parole. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée d'être parmi vous. Merci à l'Estive, merci à la Maïf, merci à la Autorité Solidarité Laïque. Voilà. Et merci à toutes et à tous pour votre venue. Et je suis très heureuse non pas seulement de présenter la responsabilité territoriale des entreprises telle que effectivement on l'a écrit dans l'ouvrage, mais surtout de débattre. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement dans les territoires et dans le territoire ariégeois comment ça peut se décliner. Alors je dirais peut-être pour commencer, est-ce que parmi vous il y a des personnes qui savent ce qu'est la responsabilité territoriale des entreprises, qui ont une idée? Oh, mais il suffit juste de lever la main, dire oui, moi ça me dit quelque chose ou non. Voilà. Si ça vous dit quelque chose, agitez une petite main. Alors vous voyez, effectivement, dans l'introduction, à juste titre, l'année dernière, le mois de l'ESS a été dédié à la responsabilité territoriale des entreprises. Et pour commencer ce mois,
on a publié un sondage Louis Harris pour questionner les Français sur cette notion de responsabilité. Et par exemple, 96% des Français ont déclaré que les entreprises devaient avoir une responsabilité vis-à-vis de leur territoire. Et en même temps, il y a 56% des Français qui ont considéré que cette responsabilité, elle était plus le fait des petites et moyennes entreprises que des grands groupes, notamment des grands groupes de l'économie, on va dire, classique ou conventionnelle. Donc ça questionne beaucoup parce qu'on se dit, waouh, finalement, qu'est-ce que la responsabilité territoriale ? Est-ce que c'est bien défini ? Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter un petit peu cette notion-là et en faisant 4 petits points. Le premier, c'est pourquoi on parle de responsabilité territoriale. Et on va voir que l'économie sociale et solidaire est effectivement un fer de lance très fort de cette RTE. Qu'est-ce que finalement ça signifie ? Comment on peut mettre en œuvre ? Et puis, je serais vraiment très intéressée pour qu'on puisse discuter sur, dans un territoire rural comme le vôtre, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui résonne en termes de responsabilité territoriale ? Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de responsabilité territoriale des entreprises ? C'est parce que, et vous le savez, on est face à un changement majeur de notre société. On a des enjeux, des défis qui sont terribles, liés au changement climatique, liés à la perte de la biodiversité, liés à l'accroissement sans précédent des inégalités économiques et sociales. On le voit, il y avait le Covid, puis la guerre en Ukraine, et tout ce changement dans la société amène à se questionner sur comment on peut prendre en considération les dimensions environnementales, mais aussi sociétales. Et cet enjeu-là, il devient très très fort et il questionne la responsabilité des entreprises et des citoyens finalement, parce qu'en même temps, on a un certain délitement, je dirais, de l'action publique où finalement l'État accompagne moins le développement. Et puis, si on regarde par exemple les territoires ruraux, on voit bien qu'il y a des besoins qui sont particuliers, qui sont différents de ce qu'on peut retrouver dans des territoires périurbains ou des territoires urbains. Et ça questionne donc sur la façon dont les acteurs peuvent trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que, et moi je suis ravie que ce soir, il y ait des jeunes qui soient associés à la soirée, parce qu'il y a un questionnement sur bifurquer. Alors vous avez peut-être vu et suivi l'actualité au niveau des grandes écoles. On a une remise de diplôme AgroParisTech, et là, on a un petit groupe qui dit « Nous, on ne veut plus de ce diplôme, vous nous reproduisez pour continuer le système et il faut changer ». Et là, ça a été quand même un grand pavé dans la mare, parce que les enseignants, dont je fais partie évidemment, mais on a été un peu surpris de cette réaction très, très dure et très, très questionnante, de se dire est-ce qu'on fait une transition, est-ce qu'on fait une bifurcation ? Et je vous invite vraiment à relire Bernard Stiegler, où justement un de ses derniers ouvrages était sur bifurquer, ou Latour, qui nous dit voilà, où suis-je, comment habiter ma planète, comment respecter ma planète. Et ces changements-là, ils questionnent sur le renforcement de la capacité, de la capacité des acteurs à modifier le monde, à créer des réponses. Et pour ces raisons-là, finalement, on est conduit à souligner que l'enjeu, c'est peut-être de faire face au changement climatique. Mais ce changement climatique et toutes ces grandes crises écologiques, numériques, énergétiques, elles n'auront de solution que si, concrètement, les acteurs sur le territoire, au niveau local, s'organisent pour y répondre. Et ça, c'est un grand pari. Donc nous, on a... vous avez... voilà, c'est un peu, je sais pas, comme le Port Salut ou comme les petits... tous les logos que vous avez sur les produits. Hein. Donc c'est un travail de recherche, effectivement, qu'on a mené dans le cadre de la chaire Terre ESS de Sciences Po Bordeaux. On a constitué un collectif de chercheurs, tout d'abord, spécialistes dans leur domaine, en leur disant éclairez-nous sur une question, sur un angle, et puis réfléchissons ensemble à ce que ça peut donner. Alors on a eu
une personne, donc Jean-Pierre Chanteau, spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises. On a une Nadine Richet-Battès, Javier Ixiana, spécialiste de l'économie sociale et solidaire et du territoire, de même qu'Amélie Artis. Et puis Alexei Tabet et Yannick Blanc, qui se sont questionnés sur la création de valeur. Qu'est-ce que ça voulait dire créer de la valeur sur un territoire? Et finalement, Thomas Lamarche, réfléchissant sur les institutions pour accompagner le changement des acteurs. Et donc, ça a donné ce livre-là, qui finalement a été issu de la confrontation, de la discussion qu'on a menée tout au long de l'année, avec plusieurs réunions de réflexion. Mais je dirais que ça n'a pas été le seul travail que nous avons mené, puisqu'en parallèle, on a animé des collectifs d'acteurs. Voilà. Et ça a été fait avec Invest Bordeaux, avec un certain nombre de collectivités territoriales, où on a réuni des acteurs. Et la grande surprise, c'est qu'en fait, réunir des acteurs le soir de 6h à 20h, c'est pas toujours facile. Mais par contre, on a fait 6 réunions dans l'année et ils ont toujours été plus nombreux et ils sont restés. Voilà, c'était déjà énorme. Et en fait, ça a donné lieu à un livre blanc que je vous invite aussi à consulter. Il est en ligne, il est gratuit. Il permet de faire concrètement une réflexion d'acteur, c'est-à-dire que comment on fait ça, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que c'est le territoire, et je vais y revenir dans mon propos. Et donc ce travail-là, aujourd'hui, il se poursuit parce qu'on a un programme de recherche en Nouvelle-Aquitaine, mais qui associe une quinzaine d'acteurs sur une vingtaine de terrains, avec des chercheurs de Nouvelle-Aquitaine. On a fédéré un peu tout le monde sur la question. Et puis des chercheurs au niveau français, dans son intégralité, c'est-à-dire on a des chercheurs de Grenoble, on a des Parisiens, on a Aix-Marseille. Voilà, on a différentes personnes qui mènent des travaux sur cette notion-là pour regarder, et puis on a l'espoir de passer à l'international, pour regarder comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors maintenant que je vous ai expliqué finalement pourquoi on en parle, je vais continuer sur pourquoi on en parle, mais parce qu'en fait l'entreprise aujourd'hui, elle est questionnée sur son rôle. Donc évidemment la financiarisation des entreprises, c'est-à-dire le pilotage des entreprises par la seule rémunération des intérêts des actionnaires, a mené à des dérives colossales. Et on a plusieurs lois qui sont là pour essayer de les contraindre. Alors, je ne ferai pas le panorama de tout ça, mais 2 choses sont très importantes. D'une part, c'est la responsabilité sociale des entreprises, où on va donner à l'entreprise une attention sur ses impacts environnementaux et sociaux, donc de rajouter ça dans l'objet social. Et puis, on a la loi Pacte de 2019, et la Maïf, effectivement, est une société à mission avec une raison d'être. Et alors, on pourra revenir sur la curiosité du fait que quand on est économie sociale et solidaire, à la différence des entreprises conventionnelles, on a déjà une utilité sociale. C'est déjà dans l'objectif, c'est pas de maximiser les profits des actionnaires, mais c'est bien de rendre un service aux associés coopérateurs. Quand je suis une coopérative, et en particulier qu'elle soit agricole ou qu'elle soit de commerçants ou qu'elle soit d'habitat, l'idée c'est bien de valoriser un produit, de rendre service de quelque manière que ce soit à ses associés. Donc cette loi Pacte, elle a quand même modifié le code civil, c'est pas rien, et en même temps elle questionne les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce que il y a des entreprises de l'économie sociale qui ont dit nous aussi on va prendre une raison d'être, on va vous montrer qu'on peut faire ça aussi bien. Alors une des premières questions qu'on s'est posées dans le groupe de travail, ça a été de se dire, est-ce que la responsabilité territoriale c'est une nouvelle notion, ou bien est-ce que c'est tout simplement la déclinaison de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire finalement la prise en compte pour une entreprise, non plus seulement de son impact économique, social, environnemental, mais aussi son empreinte sur le territoire. La réponse qu'on a apportée et qu'on argumente évidemment, c'est que non. La responsabilité territoriale des entreprises, ce n'est pas une responsabilité sociale des entreprises qui serait territorialisée. Ce n'est pas non plus une nouvelle lubie.
Ce n'est pas non plus un effet de mode. On va voir pourquoi on distingue radicalement la RSE de la RTE. Même si la RSE, si vous l'appliquez bien, notamment dans l'ISO 26000, qui est la responsabilité sociale des entreprises, vous avez une partie qui dit attention au territoire, attention aux parties prenantes. Et une entreprise, quand elle est en responsabilité sociale, elle doit prendre en compte toutes ces parties prenantes avec une matrice de matérialité pour mesurer l'impact, savoir ce qu'elle produit, etc. Eh bien, nous, on va définir la responsabilité territoriale, et vraiment merci, dans l'introduction, c'était parfait, sur un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Et ça va reposer sur deux logiques tout à fait différentes qui la différencient radicalement de la responsabilité sociale. La première logique, c'est le fait de basculer d'un individualisme à un collectif. Ce qui est important, c'est non pas l'entreprise dans son territoire, mais c'est la façon dont les acteurs sur le territoire vont interagir pour créer de la valeur, pour répondre aux besoins des communautés. Ça signifie qu'on va bien sûr, et on le dit souvent, c'est la responsabilité territoriale, oui, mais c'est aussi la responsabilité territoriale des entreprises et des organisations. On va aussi se préoccuper donc de la façon dont les acteurs s'organisent, dans la façon dont s'organise une action collective. Comment se développent les innovations sociales. L'innovation sociale, ce n'est pas une innovation technique, c'est-à-dire que c'est bien une innovation où on crée quelque chose pour répondre à un besoin, mais qui repose sur la société, sur le collectif. Et cette notion d'action collective, elle est essentielle parce qu'elle permet de créer du lien, de faire société, de recréer du lien social. Et on pourra revenir sur les exemples plus tard. Le deuxième basculement de logique qui est essentiel, c'est le fait de se dire qu'il faut partir des besoins. Il faut partir du besoin des communautés, des personnes, des individus, pour construire une demande et une réponse. Et donc, construire une offre, ça signifie, par exemple, on le voit avec Territoire zéro chômeur de longue durée, ce sont des expérimentations qui aujourd'hui se multiplient et commencent à inspirer dans d'autres pays. C'est une expérimentation française, mais on le voit commencer à réfléchir, par exemple en Belgique, sur le développement de ce type de dispositif. On part des individus qui n'ont pas d'emploi, et puis on regarde comment on peut les ramener à l'emploi, mais en se basant sur leurs compétences, sur leurs capacités. Et ce travail-là permet de construire un retour à l'emploi sur la base du besoin. Ça veut dire aussi, par exemple, que quand on est dans une collectivité, dans une communauté, favoriser l'emploi, ce n'est pas seulement donner un travail digne et décent, mais c'est également regarder s'il y a des questions de mobilité qui se posent, s'il y a des questions de logement qui se posent, essayer d'y trouver une réponse. Donc on voit qu'une question peut être simple, donner un emploi digne, peut avoir différents leviers d'action, et c'est cette identification des différents leviers d'action qui permet de trouver des solutions et de faire travailler ensemble différentes personnes et différents types d'acteurs, ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises. Et on va voir, dans les entreprises, on a une grande diversité, mais aussi les collectivités territoriales, les citoyens, les associations, les mutuelles, les fondations et toutes les personnes qui peuvent être motivées ou qui peuvent être concernées. Donc ça signifie de revenir sur ce qu'on appelle le territoire. C'est quoi un territoire ? Quel est le territoire ? Quel est votre territoire, par exemple ? Est-ce que vous pouvez me donner une définition de votre territoire ? Alors, je vous rassure, je ne mange pas, il n'y a pas de point. Vous sortirez d'ici vivant, il n'y a pas de problème. Oui ? Alors moi, je dirais le territoire, c'est l'environnement dans lequel j'évolue. Parce que, par exemple,
je peux travailler à Toulouse et être dans un village comment dire, un village dortoir, une ville dortoir, mais le territoire dans lequel je vais travailler, acheter mon pain, acheter mes vêtements ou me balader, ça sera par exemple le centre-ville de Toulouse. Voilà. D'accord. Donc un territoire qui se compose peut-être, ou qui se distingue entre un lieu de travail et un lieu de vie. Moi, je dirais, dans mon raisonnement, c'était plutôt un lieu où je vais m'impliquer, c'est-à-dire avoir une activité avec mon exemple de la ville dortoir, je ne m'implique pas. Je dors dans mon logement, mais je ne m'implique pas dans la vie de ma commune parce que je ne passe pas du temps. D'accord. Donc, on fait bien la notion d'un territoire comme lieu d'implication, voilà. Un sentiment d'appartenance. D'accord. Est-ce que j'ai une autre proposition? J'essaye de ne pas trop me décaler. Est-ce que j'ai une autre proposition sur qu'est-ce qu'un territoire? Oui. Mais là, déjà... Oui, allez-y pour peut-être l'enregistrement. Oui. Non, ça paraît être donc plus vaste que la première définition, oui. Enfin, à mon avis. Oui. Ouais. Donc, en fait, je serais tentée de dire que, effectivement, le territoire, ça ne va pas être défini tout à fait comme un espace géographique toujours délimité administrativement. Ce n'est pas un espace de localisation, parce qu'un territoire, la localisation, c'est je suis là, et puis demain, je vais bouger, et j'ai des entreprises, on le voit bien, quand on a parlé de la désindustrialisation, c'est bien le fait que des entreprises vont aller se projeter, vont se déplacer, vont fermer là où elles sont pour créer des unités à l'autre bout du monde pour bénéficier de coûts moindres, etc. Alors ça implique une autre dynamique. La territorialisation, le territoire, c'est un construit social. Alors effectivement, il y a du sentiment d'appartenance dans un territoire. Effectivement, il y a des gens qui peuvent ne pas y être tous les jours, mais qui pour autant vont se sentir appartenir à et vont développer des projets ou des activités. Et puis, c'est un lieu aussi où on va trouver des services parce que ça va créer du sens et ça va créer du lien entre les différents habitants. Et donc, un territoire, c'est quelque chose, on va dire, comme définition, c'est un construit social. C'est un construit social avec peut-être plusieurs projets qui vont interagir, qui vont créer sens avec un processus de coopération entre différents acteurs, entre différentes entreprises, des collectivités, des citoyens. Pour autant, ça ne veut pas dire que le territoire, ça soit sans conflit ou sans opposition. On peut avoir des entreprises qui vont être là parce qu'elles décident que c'est très intéressant. Les montagnes ariégeoises sont magnifiques, donc je suis là et je peux avoir une action de prédation, c'est-à-dire que je me localise ici, je capte de la ressource et quand j'ai épuisé cette ressource, je m'en vais. Alors, un exemple qui est très frappant, ou en tout cas qui est très clair, malheureusement, c'est n'y voyez pas de méchanceté, mais le fait que, par exemple, il y ait des entreprises chinoises qui arrivent en Afrique pour exploiter les ressources et s'en aller, et les Chinois, comme beaucoup d'autres, qui viennent finalement exploiter une ressource et partir. Ça, c'est pas de la construction territoriale. Pourtant, on est localisé, on développe une activité, mais ce n'est pas de la construction territoriale. Et ce n'est pas une dynamique de développement coopératif du tout. Donc, première chose qu'on a clarifiée, c'est OK, le territoire, il y a ce sentiment d'appartenance, il y a ce sentiment de travailler, de vouloir coopérer avec d'autres.
Ça, c'est la première chose. Et la notion d'ancrage devient du coup tout à fait importante parce qu'elle permet de comprendre comment on peut mobiliser différentes parties prenantes. Des parties prenantes qui sont tout à fait hétérogènes. Des petites entreprises, des grosses entreprises. Vous voyez, je vous invite à lire vraiment le livre blanc parce qu'il est fait de témoignages des acteurs et c'est toujours très intéressant parce qu'ils utilisent leurs mots pour décrire les choses. Mais par exemple, on avait des CAE, on avait des associations d'aide à la personne qui ont donné des témoignages tout à fait intéressants sur la façon dont elles recomposaient l'organisation du service à rendre aux personnes du monde rural, tout en donnant plus d'autonomie aux salariés. On a eu une entreprise, Coop et Bat, qui a repris à la demande d'une mairie Coop et Bat spécialisée bâtiment, et qui reprend une scierie parce que la mairie dit voilà, ça ferme et on veut quand même maintenir, on a un patrimoine culturel et c'est vital pour nous. Et donc cette entreprise est arrivée, ils ont créé une société d'intérêt collectif, une SIC, et puis aujourd'hui l'activité non seulement elle est maintenue, mais elle se développe. Donc on voit des processus d'association de gens qui n'étaient pas forcément partis pour travailler ensemble. Donc l'ancrage territorial et les dynamiques de coopération sont très importants pour permettre de répondre aux besoins des collectivités. Alors, la question peut-être que vous posez, mais quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire ? Finalement, j'en ai pas encore parlé. Alors l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, on est ravis, parce que on a quand même une reconnaissance de l'ONU cette année, de l'OIT l'année dernière, et qui dit que l'économie sociale et solidaire, loin d'être en marge, c'est une économie d'entreprendre autrement, qui permet de fournir un travail décent, c'est pour l'OIT, mais aussi respectueux de l'environnement. Et on voit qu'aujourd'hui, on met en avant ce mode d'entreprendre. Ce mode d'entreprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant la Maïf, c'est pas pour maximiser des profits, mais c'est pour créer des bénéfices redistribuables aux bénéficiaires, aux associés, aux coopérateurs, et donc qui a un certain ancrage sur les territoires. Et ça devient très intéressant parce que la loi de 2014, nous allons célébrer les 10 ans l'année prochaine. La loi de 2014, elle définit bien un entreprendre autrement avec des unités. Et c'est ça qui perturbe un peu les économistes, parce que ces unités, c'est les coopératives. Bon, ça, c'est des entreprises. Les économistes peuvent à peu près entrevoir ce que c'est. Des mutuelles, des associations, des fondations. Alors là, waouh, c'est assez hétéroclite. Et puis, j'ai oublié qui ? Coopératives, associations, mutuelles, fondations et les entreprises qui vont se faire reconnaître une utilité sociale. Et donc cet ensemble très, très divers va se dire, nous, on a une volonté d'avoir un développement territorial fort. Alors, oui, mais en même temps, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles doivent aussi faire la preuve qu'elles ont bien un impact positif, et on le voit bien sur les questions d'environnement. Il faut être vigilant sur la façon dont on va mettre en œuvre. Alors je dirais que pour mettre en œuvre la RTE, et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire est un fer de lance très fort, mais on n'y arrivera pas seul. Il faut s'associer avec les entreprises conventionnelles, et ce que je n'ai pas cité dans le tour de table sur le livre blanc, on avait des entreprises comme Michelin, La Poste ou Microsoft. Alors quand Microsoft est arrivé autour de la table, tout le monde a dit « Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, ils étaient là pour mieux comprendre les besoins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la caractérisation du besoin sur les territoires qui va permettre de créer de la valeur. Et c'est ce qui change beaucoup dans les temps de crise, c'est arriver à comprendre que être en responsabilité territoriale des entreprises, c'est à la fois créer de la valeur pour les collectivités. C'est comment je prends en compte mon écosystème territorial, c'est-à-dire mes entreprises, mes citoyens,
comment je fais du lien et comment je peux diminuer mon impact environnemental. Alors pour ça, évidemment, et monsieur me donne l'occasion de revenir sur le lieu de constitution des services, on voit bien que les territoires vont avoir plusieurs niveaux d'enchevêtrement, et c'est ce qu'on appelle une gouvernance démocratique et participative. L'économie sociale et solidaire, effectivement, elle est caractérisée, je dirais, par deux dimensions. Le premier, c'est une propriété collective qui va donc générer des bénéfices et une redistribution. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont derrière sur la limitée. Alors, la lucrativité limitée, la non-rémunération du capital financier. Mais en même temps, elle repose sur une gouvernance démocratique. Alors, on a le principe d'une personne égale une voix. Et ça, c'est une école de la démocratie qui est en train d'infuser et de diffuser en se disant, mais attention, on prend les décisions à plusieurs. Et cette gouvernance d'entreprise, elle développe de plus en plus des liens avec ce que Madame a très bien dit tout à l'heure. On est ici, mais en même temps, c'est créé à Toulouse, et puis aujourd'hui, il y a une représentation au niveau national, la Maïf pareil. Les organisations, elles ont plusieurs niveaux. Donc ce qu'on va voir apparaître, c'est la façon de piloter des systèmes, de participer à des systèmes qui reposent sur une gouvernance multiniveau. Et ça, on le voit aussi au niveau des administrations. Ce que change la RTE, c'est de se dire on a des nouveaux partenariats publics-privés à créer pour développer de nouvelles politiques en réponse aux besoins. Parce que sinon, eh bien, on risque de se retrouver avec une personne qui va piloter et qui va développer une nouvelle prédation sur le territoire et sur les ressources. Alors, moi, pour terminer, et pour vraiment échanger avec vous, je me dis, mais finalement, vous, en tant que participant des territoires ruraux, vous auriez certainement pu partir, vous localiser à Toulouse ou à Paris ou ailleurs, et pourtant vous êtes là. Vous êtes là dans un endroit magnifique, un endroit d'art vivant. Donc, qu'est-ce qui vous motive ? Quels sont vos besoins ? Et comment vous pensez qu'on pourrait trouver des solutions pour répondre à ce que disait Bruno Latour ? Voilà, où suis-je et comment je peux développer des capacités de développement qui remettent l'humain au centre du jeu. Et peut-être ce que nous pourrions discuter ensemble, c'est d'un certain nombre d'initiatives. Je vais citer le cas, par exemple, de Bouge ton coq, qui est une association qui s'est créée dans la Nièvre et qui maintenant essaime en créant des épiceries solidaires. Et le but de ces épiceries, c'est tout simplement de se dire il faut maintenir un petit commerce de proximité, et donc on va associer différentes personnes pour maintenir cette ouverture d'épicerie, pour faire en sorte que on ne va pas seulement acheter là un paquet de biscottes ou un paquet de café, mais on va aussi créer du lien, recréer du lien social. C'est aujourd'hui une progression qui est très importante. Je crois qu'ils sont à plus de 155 épiceries créées sur tout le territoire et ils ont un objectif de croissance très important. C'est aussi des maisons de santé. La problématique de trouver des médecins en monde rural, elle est très forte. Donc, c'est comment je peux trouver des solutions. Et donc, eux, ils ont proposé des maisons où, en fait, ils contractualisent avec soit des jeunes médecins, soit avec des médecins plus confirmés, sur 1, 2, 3 semaines par an, où les médecins viennent exercer dans une maison qui est louée. Donc ils arrivent, ils se posent, ils ont un habitat, ils ont une clientèle à voir, et donc quelque part, ils trouvent une solution pour répondre à ces besoins-là. Eh bien, moi, je crois que ce qui est important avec la responsabilité territoriale des entreprises, c'est de bien prendre conscience qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut réunir les personnes et regarder comment on peut co-créer ensemble des solutions. Et ça, c'est un changement qui est important parce que c'est aussi vecteur d'un changement de politique publique. L'expérimentation zéro chômeur aujourd'hui, elle est soutenue par
par la nouvelle ministre de l'économie, enfin ministre Olivia Grégoire, avec il y a eu un petit flottement où on s'est dit on va retirer des sous. Mais non, il faut continuer à supporter ça. Pourquoi ? Parce que ça permet le retour à l'emploi. Et donc, ça signifie aussi comment je peux identifier les indicateurs qui me permettent de voir les bénéfices sur le territoire pour conserver une communauté, pour conserver des activités, des emplois, des jeunes qui sont à foi et qu'on espère pouvoir rester sur leur territoire pendant longtemps. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je n'arrive pas à voir où est Christine pour me faire le signe de « c'est bon ». Voilà. Et je crois que ce qui est peut-être maintenant intéressant, c'est d'échanger avec vous sur les questions, soit sur la RTE, RSE et nouveaux partenariats, soit sur les besoins et comment on peut mettre autour de la table les différentes parties prenantes. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Alors, Emmaüs Vertex, on est une SKIC aussi, voilà, Société coopérative d'intérêt collectif, avec 90 salariés, dont 53 en insertion. On est implanté sur l'Avelanais, et ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, pourtant on a la mairie, la Comcom comme sociétaire, c'est surtout la mobilité. Donc là, la mobilité. Donc on a des problèmes pour recruter, même en insertion, puisque sur l'Avelanais, c'est une petite commune, on a quand même eu beaucoup de personnes en insertion parce qu'on est sur le territoire depuis 10 ans. Et là, on a des personnes de Foix qui veulent venir travailler chez nous ou de Tarascon, et la mobilité pose un problème. Donc les bus ne sont pas adaptés aux horaires de travail. Les trains, là par exemple, il y a des problèmes de train. De Foix à Tarascon, ils ne peuvent pas venir travailler parce qu'on a 4 magasins, un à l'Avelanais, des frais-prix solidaires, un à Tarascon, un à Foix et un à Haute-Rive. Et c'est vraiment c'est dommage et on n'arrive pas à trouver de solution. Voilà. Et puis même pour l'après, nous, on est en gouvernance partagée. Donc on est 4 femmes à diriger l'entreprise et on est en management participatif. Donc nous, notre but, c'est d'amener les personnes en insertion soit sur une formation, soit sur du travail. Mais comment dire, on ne leur donne pas d'objectifs ou que des objectifs personnels en fonction de ce qu'ils peuvent faire et les faire évoluer. C'est juste un support. Nous, on est une plateforme de tri textile. Voilà, on trie 2000 tonnes par an et on est des professionnels du tri. Et je ne sais pas si vous voulez dire, tu veux dire quelque chose sur l'insertion ? Après, on travaille avec les salariés des problématiques sociales tout en les professionnalisant. Voilà, c'est surtout ça. Et on les mobilise aussi face à l'écologie, puisque voilà. On donne du sens à leur travail, parce qu'en plus, comme on trie du textile, il y a une partie réutilisation et recyclage. On est totalement transparent, que ce soit sur les comptes ou la façon de fonctionner. Et on fait des réunions participatives tous les trimestres où on aborde surtout les conditions de travail, comment améliorer leurs conditions de travail, vivre ensemble, qu'est-ce qu'une entreprise sociale et solidaire, et des problématiques qu'on peut voir dans les 3 mois avant qu'on pourrait discuter avec eux. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je vais répondre par 2 exemples. Parce qu'effectivement, les questions que vous posez, ce sont des questions très concrètes et qu'on va retrouver dans beaucoup de territoires. Premier exemple, je dirais sur les questions de mobilité. En Nouvelle-Aquitaine, alors, cette question s'est posée exactement pour une association d'aide à domicile, donc avec un besoin de trouver un moyen de déplacement. Ce qui a été proposé, ça a été un soutien à l'achat, c'est l'achat de véhicules et la mise à disposition d'eux. Eh bien ça, par exemple, c'est une nouvelle forme de politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une subvention, mais c'est le fait de se dire
quel est le problème, comment on peut, en fonction des caractéristiques du territoire, mettre un bus, pas possible, mettre un train, encore moins. Et donc toute cette façon-là de raisonner, ça signifie que effectivement les personnes se sont mises autour de la table pour exprimer le besoin, c'est déjà important de le connaître, et d'identifier comment et à quelles conditions on pouvait y répondre. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement reproduire cette solution-là, mais ça veut dire que concrètement, on peut envisager d'autres façons de soutenir et d'accompagner les personnes qui ont besoin d'une mobilité pour effectuer leur activité. Deuxième exemple, sur ce que vous avez dit sur le fait d'accompagner et puis de faire un management participatif auprès des salariés. Il y a une entreprise, une coopérative d'activité qui nous dit on a été très impacté par la Covid, évidemment. Pourquoi ? Parce que on est Covid, donc on est en situation de Covid. Le soin aux personnes qui sont isolées en milieu rural, c'est très important et ça pose problème. Et aujourd'hui, on constate, à ce moment-là, donc ils racontent l'histoire, donc on a constaté que beaucoup d'aidants étaient malades et donc ne pouvaient pas assurer les tournées. Et ça posait problème. Parce que, évidemment, il fallait passer tous les jours auprès des personnes, souvent des personnes âgées ou des personnes en difficulté. Et donc, ils se sont réunis, et en fait, en l'occurrence des femmes. Donc, ils ont réuni les aidantes, et puis ils ont cherché à discuter de qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les tournées ne pouvaient pas être assurées parce qu'en fait, il y avait des contraintes qui étaient importantes et qui étaient des fois, une personne devait faire beaucoup de kilomètres alors qu'une autre aidante n'était pas très loin et aurait pu changer sa tournée pour venir en aide à. Et donc, ils ont fait la chose suivante en Covid, ils ont dit, écoutez, gérez vous-même vos tournées, votre organisation. Eh bien, sans changer le salaire, sans donner plus d'avantages ou autres, ils se sont rendus compte que la réorganisation faite par les personnes qui donc interagissaient entre elles, s'entraidaient, permettait d'assurer tous les services, que les maladies, il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient absentes, et ce qui permettait une amélioration considérable du service à l'usager. Quand la Covid a arrêté, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend comme d'habitude ? Ils ont dit non, on va les laisser s'organiser parce que ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connaissance du travail et une entraide, une solidarité entre les différentes personnes qui permettent de se dire voilà, je vais gérer ça. Ça veut dire aussi je fais confiance aux autres pour assurer les fonctions et je ne vais pas mettre c'est un autre finalement système d'entraide, de solidarité et puis peut-être de contrôle aussi, parce que finalement on n'a pas besoin d'être derrière pour vérifier que ça a été fait et fait comme ça. Si la personne pense qu'elle arrive chez un aidant et qu'il y a besoin de passer une demi-heure de plus parce qu'il y a un souci, eh bien voilà, ça laisse une marge d'appréciation qui a permis de responsabiliser les personnes dans leur travail et qui leur ont permis aussi de se reprendre confiance et de reprendre goût au travail. Et ça a été un enseignement qui était vraiment très, très intéressant et très émouvant parce que finalement, on se dit, oui, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, des fois, il faut laisser de la marge, il faut remettre l'humain au service et l'humain dans l'entreprise. Donc voilà, c'était 2 petits exemples pour répondre à votre interrogation et au point que vous avez souligné. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. Je vous connais déjà depuis étudiante. J'ai assisté aussi à vos MOOC avec Bordeaux Sciences Agro. Et moi, ce qui m'a interpellée par rapport à la bifurcation dont vous avez parlé. Donc, en ce moment, on parle tout le temps de décroissance, comme Timothée Paris, qui est vraiment, je dirais, l'icône, entre guillemets, de cette façon de penser. C'est un économiste. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette théorie de la décroissance.
parce que on prend l'exemple des ingénieurs. C'est pas pour critiquer les ingénieurs, mais eux, ils ont une autre, comment dirais-je, façon de vivre, surconsommation, ils sont surpayés, ils sont dans les grandes entreprises, dans les managements des grandes entreprises un peu partout ici en France. Et les universitaires, c'est un petit peu, je dirais, en bas. C'est pas pour médire, mais c'est la réalité. Et justement, donc, j'ai rencontré un ingénieur qui a vraiment décidé aussi d'aller dans ce sens-là. Et il veut vraiment bifurquer. Il est maintenant, je ne m'appelle plus, il est chargé de cours à Toulouse. Et il nous a partagé comme quoi c'est vraiment, il faut arrêter, il faut vraiment bifurquer. Et ça demande beaucoup d'efforts individuellement, collectivement. Merci. Alors merci beaucoup pour la question et pour le clin d'œil MOOC. Ça fait plaisir de voir des personnes qui l'ont suivi. Donc les MOOC, c'est les cours massifs en ligne. On en a créé 2, un sur le modèle des coopératives agricoles et l'autre sur la responsabilité sociale des entreprises dans les filières. Et effectivement, quand chaque année vous le reproduisez, donc c'est 6 et 8 ans maintenant, et que vous avez 2000 personnes, 6000 personnes en ligne, bon, c'est chouette, quoi. Ça fait une grande salle. Donc c'est bien de voir du réel, hein, concrètement. Cette question de la décroissance, effectivement, elle questionne beaucoup parce qu'il y a la notion de bifurcation et ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on parle de responsabilité territoriale. Je crois que il y a l'influence du changement climatique et l'accroissement des inégalités économiques et sociales. Ça, c'est un contexte qui est vraiment très fort et qui pousse à se questionner sur comment on fait et comment on fait avec un impact sur moindre sur la planète et sur, moi je dis toujours, moi je milite pour une transition juste, hein. C'est-à-dire il faut faire attention à la planète, mais il faut faire aussi attention à l'humain. Et l'humain dans sa diversité et effectivement pas forcément faire reporter le poids des transitions sur ceux qui sont déjà en difficulté économique ou sociale. C'est une grande question, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse toute faite et qu'en même temps, il faut changer. Et la question qu'on traite souvent, c'est est-ce que j'arrête brutalement ou comment je fais cette transition. Moi, je crois qu'avec la responsabilité territoriale des entreprises et donc des organisations, on a la façon de repenser le modèle au niveau des territoires. Alors, je vous remercie sur la question parce que ça me donne l'occasion de dire que nous, on travaille actuellement sur un système de comptabilité au niveau des territoires pour faire des territoires responsables, en prenant en compte le vivant. Et donc, je fais référence aux travaux qui sont par exemple menés à la chaire de comptabilité à AgroParisTech, où l'idée c'est d'avoir la prise en compte de l'impact que ça a et de le mettre dans le coût des activités. C'est une question qui est importante parce que je crois que on n'a pas à interdire ou à faire supporter le coût à d'autres. Donc effectivement, vous avez raison de dire que certains ingénieurs disent ben voilà, on bifurque et c'est facile. Je pense pas. Je pense pas que ça soit une bonne solution. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de repenser collectivement les solutions. Moi, je crois beaucoup à la communauté et à créer le lien social pour répondre à ces questions-là. Donc, il n'y a pas une interdiction ou il n'y a pas une injonction à faire, mais il y a par contre la prise en considération au niveau du territoire. Et c'est ça qui me semble être important à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux qui sont très importants. Et la décroissance et effectivement la prise de conscience qu'on ne peut pas consommer des ressources comme si elles étaient illimitées, c'est vrai, mais la façon de mettre en place cette décroissance, alors est-ce que c'est une décroissance heureuse ou on va la mettre en place au niveau de ces territoires-là, parce que ça va permettre de répondre aux besoins
aux besoins des populations. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il me semble que on a vraiment besoin de tout le monde pour la responsabilité territoriale parce qu'il faut répondre aux enjeux. Il y a très très longtemps, j'ai lu un livre de Chomsky, Le profit avant l'homme, et je crois que ça, c'est le gros hic de notre société. Hein. C'est qu'on peut avoir plein de bons sentiments, plein de bonnes idées, mais quand on n'aura pas surmonté cette énormité, on restera dans les starting blocks. Dernièrement, j'ai lu un livre sur plaidoyer pour une décroissance heureuse de 4 chercheurs, un italien qui vit à Barcelone, des chercheuses qui sont à Miami. Et ce livre-là est très simple à lire. C'est l'avantage de ce livre. Il ne brasse pas, il brasse des choses très simples et il est très convaincant. Parce que quand on voit la publicité téléphonique à la télévision, tout ça qui nous pousse à une surconsommation, c'est-à-dire le film qu'on verra ce soir, je crois que là, on fait fausse route. Et il est temps de bifurquer. Il est temps de bifurquer, et je dirais que ce qu'on démontre aujourd'hui, c'est que finalement, cette économie sociale et solidaire qui était en marge, tout simplement, enfin, je vais prendre un exemple. C'est pas enseigné dans les cursus d'économie. Moi, j'ai fait un cursus d'économie classique sur théorie de l'entreprise, innovation, développement territorial. On m'a jamais parlé de coopérative ou d'association. Jamais, jamais. Aujourd'hui, on se bat pour réintégrer ça dans les cursus. Je vais prendre un exemple. En plus, voilà. Actuellement, moi, je suis professeur d'économie dans une école d'agronomie. Et je travaille, mon objet de recherche initial, c'est les coopératives agricoles. Eh bien, dans les écoles d'agronomie, vous n'avez pas de cours spécifiques dédiés aux coopératives agricoles. Or, c'est quand même curieux, parce que c'est 3 agriculteurs sur 4 en France et une marque agroalimentaire sur 3. C'est pas rien. Mais ce modèle d'organisation particulier n'est pas enseigné. Eh bien, ce n'est pas normal. Alors, vous avez raison de dire qu'effectivement, pendant très longtemps, on a une vision du marché où le profit passe avant l'homme. C'est vrai. Mais de plus en plus, ce qu'on arrive à démontrer sur le terrain, c'est que d'abord, ça ne marche pas parce que ça conduit à faire brûler la planète. Et en même temps, on peut avoir des solutions de ces entreprises qui finalement ne sont pas très paillettes, mais qui par contre réussissent à faire des choses. Si on prend par exemple Territoire Zéro Chômeur, si on compare exactement le coût d'un chômeur avec une politique classique et le coût que représente l'expérimentation, bien on va voir que c'est pas plus cher et c'est plus efficace parce qu'il y a un retour à l'emploi qui est plus important. Donc, on a progressivement maintenant les moyens et le devoir de montrer en quoi ces solutions concrètes, elles peuvent elles peuvent être diffusées, elles peuvent être déployées, sous réserve que, on soutienne financièrement, parce que on lève des fonds pour les start-up, mais après, quand vous arrivez sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est pas très clair, donc on va pas forcément aider de la même façon. Donc il faut un soutien financier, il faut un soutien politique. Hier, on était sur une table ronde où on discutait sur est-ce que l'économie sociale et solidaire permet une autre Europe ? Ben oui, mais selon les pays, l'État, la situation, le soutien est différent. Donc ça, il faut avoir conscience que le levier politique est nécessaire et il faut pousser à ça. Et 3, je dirais, quand vous soulignez qu'effectivement il y a des solutions qui peuvent se développer, c'est comment j'éduque pour accompagner le changement. Bifurquer, oui, ça nécessite de développer les capacités, les capacités des acteurs. Et ces acteurs, ils pourront être d'autant plus forts qu'ils seront en collectif. Alors, c'est pas un mouvement politique, mais c'est un mouvement où on va recréer de l'action collective, on va recréer du sens et du lien. La collecte des alimentaires a démarré, on voit bien l'explosion des besoins. C'est pas seulement donner un paquet de pâtes, mais c'est aussi redonner de la dignité aux gens, parce qu'ils peuvent aussi échanger.
Donc vous avez par exemple les banques alimentaires, je parlais tout à l'heure des épiceries solidaires, mais qui organisent des coins de vie avec des endroits où les migrants par exemple peuvent cuisiner, peuvent être de nouveau valorisés. Et c'est remettre la dignité dans l'échange. Et ça, je crois que l'économie sociale et solidaire, elle montre sa capacité, on le voit avec ne serait-ce qu'Emmaüs, avec les mutuelles qui prennent en compte la personne dans sa diversité, dans ses différents besoins. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un levier d'action qu'il nous faut mieux faire connaître. Il faut qu'on soit exemplaire, mais il faut en même temps qu'on puisse souligner les besoins financiers, politiques et les façons de montrer comment on change la société. Merci pour votre question. Je ne sais pas si ça y répond. Mais... Bonsoir, vous m'entendez, oui. Muriel, donc je viens d'arriver en Ariège, donc je découvre mon territoire rural. Je me posais la question de l'impact de l'histoire du territoire, puisque donc merci d'avoir parlé des coopératives agricoles. Moi, j'ai travaillé dans le réseau des CUMA, donc les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Je suis ingé agro de formation et on n'en parle pas effectivement à l'école, donc ça fait lien avec beaucoup de choses. J'arrive en Ariège avec un projet d'installation agricole. Donc vous parliez de bifurcation économique. J'ai pas la moitié de la compétence de toutes les personnes dans cette salle. Mais moi, ce qui m'intéresse sur le volet histoire du territoire, c'est est-ce que c'est une opportunité de capitaliser sur l'histoire du territoire ou est-ce que ça peut être un frein justement à cette réflexion autour de nouvelles mécaniques, de nouveaux partenariats? Je vous remercie beaucoup pour la question. Et puis... bienvenue sur ce territoire et bon courage aussi parce que on sait que c'est pas facile. Moi, je crois que l'histoire du territoire, elle est essentielle. C'est pas quelque chose qu'il faut gommer, au contraire, il faut bien le saisir pour voir quels sont les leviers, quels peuvent être les freins et comment s'appuyer, capitaliser sur ça. Parce que la culture, elle est essentielle. Elle est essentielle aussi parce que la notion de solidarité, elle ne se décline pas de la même façon partout. On va parler de la solidarité, mais ce n'est pas la même solidarité partout. On peut avoir une solidarité familiale, on peut avoir une solidarité d'organisation. Je crois que Serge Pogam donnait quatre types de solidarité, et selon la combinaison, bien évidemment, vous pouvez peut-être être chômeur, mais si vous avez un soutien de votre famille, vous serez peut-être, vous allez peut-être bien vivre par rapport à quelqu'un qui va se retrouver dans un pays comme le Danemark où les chômeurs sont bien soutenus financièrement, mais par contre, quand ils sont chômeurs, ils sont tout seuls. Donc là, c'est plus compliqué. Donc je crois que le territoire, il est essentiel. Et c'est aussi important parce que c'est des histoires d'hommes. On le dit beaucoup pour les entreprises coopératives. Mais je crois que plus généralement, pour le territoire et pour les communautés, c'est essentiel. Donc effectivement, prendre conscience de cette histoire-là et s'inscrire dans cette histoire-là, c'est aussi une façon de pouvoir interagir et de pouvoir co-construire des réponses aux défis. Donc, merci pour la question. Merci pour tous ces éclairages. Alors, vous l'avez dit, l'ESS, fer de lance, mais on ne pourra pas le faire seul. Et alors, voilà, moi, ma question à vous qui avez donc travaillé avec aussi des grandes entités, vous avez cité tout à l'heure Microsoft, La Poste, etc. Comment amener ces entreprises conventionnelles à faire de la RTE? Est-ce qu'il y a une taille critique au-delà de laquelle il est difficile de faire, où on ne peut pas faire de la RTE, et comment des entreprises conventionnelles peuvent équilibrer intérêt des actionnaires et intérêt général, et le veulent-elles, parce que vous les avez côtoyées, est-ce qu'elles en ont la volonté? Merci beaucoup pour cette question. Là, je reconnais la fibre mutualiste, parce que ça pose effectivement beaucoup de questions, ça. Je dirais, pour répondre à comment amener les entreprises conventionnelles à travailler, à la RTE, à s'inscrire finalement dans des processus de coopération territorialisée pour le bien commun, c'est-à-dire pour prendre en compte les besoins divers des populations, pour faire sens.
je crois qu'il y a quelque chose qui malheureusement les contraint très fortement. Il y a deux choses qui vont les contraindre. D'abord, c'est la situation critique. Donc il y a bifurcation, mais il y a surtout une urgence à répondre aux défis des crises et qui font que effectivement leur modèle d'affaires est questionné et que la façon de trouver une solution, c'est de créer de la valeur, et cette valeur, elle est partagée et elle est créée sur un territoire. Et ce qui les amène à donc s'intéresser à leur territoire et à s'inscrire. Donc ça, je vous dirais, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que justement, quand vous commencez à avoir une dynamique qui se met en œuvre sur un territoire, cette dynamique, elle est force, elle est motrice et elle absorbe. Et ça conduit à pousser les entreprises à faire. Et ça, moi, j'y crois. Je vais prendre un exemple du bassin landais. Pendant des années, donc on a fait cette étude avec les étudiants à Bordeaux Sciences Agro. On a regardé les plans de développement du bassin du pin. Et en fait, on avait sur des dizaines d'années toujours les mêmes recommandations. Il faut faire du développement économique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'exploiter les arbres puis de les envoyer se faire transformer ailleurs, etc. Et ça, il n'y avait rien qui se faisait. Il y avait une très grosse entreprise, une multinationale, qui était localisée, implantée, et qui avait une parfaite stratégie, je dirais, d'exploitation de la ressource. Donc, moi, il y avait c'est un prof en fait d'agronomie qui m'a dit, Marilyn, il y a un critère d'économie très simple, tu vas voir. Tu te mets sur la sortie d'autoroute et tu regardes les camions qui passent avec les arbres qui sont coupés. Et là, tu vois la perte de valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée, elle provient de la transformation de votre matière en produit fini, évidemment. Et donc, plus vous avez les étapes de transformation sur le même territoire, plus vous créez de la valeur. Voilà, c'est un peu le principe, c'est un peu l'idée. Et donc, il disait, tu vois l'arbre qui part et la chaise, elle va revenir. Et donc, ça, c'est impossible. On n'arrive pas à faire changer ça. Et donc, les acteurs, plusieurs fois, se sont réunis autour de la table en disant, mais cet industriel qui est très fort, qui est majeur dans notre territoire, on a essayé par toutes les façons et ils n'arrivaient pas à le faire mettre. Ils faisaient la politique de la chaise vide, ils géraient ses petites affaires et puis terminé, profit actionnarial, voilà, un groupe international dont la tête de groupe, évidemment, Nord-Europe. Et puis, un beau jour, les acteurs ont commencé à se dire « Bon, on n'y arrive pas, mais de toute façon, nous, il faut qu'on fasse des choses. » Et ils ont commencé progressivement à créer un système localisé, un système local, progressivement, en faisant rapatrier l'école du bois, en demandant un soutien politique, pôle d'innovation et tatati, et en faisant du lien avec les entreprises. Et progressivement, ils ont commencé à se développer. Et là, contre toute attente, l'industriel s'est dit « Ouh, qu'est-ce qui se passe là ?» Eh bien, il est venu à la table. Donc, voilà, c'est pas facile, ce n'est pas immédiat, ça marche pas toujours. Il y a comme je le disais, il y a des intérêts contradictoires. On peut avoir des entreprises qui se développent en opposition, c'est clair. Mais la force du changement, elle vient du fait de mettre tout le monde autour de la table. Même ceux qui ne comptent pas, c'est-à-dire les gens, les citoyens, les exclus de ceux qu'on ne voit pas. Parce que ça va vous donner une force dans le territoire pour ancrer quelque chose, pour ancrer un développement économique qui soit juste, parce que ça répond aux besoins, quoi. Alors, évidemment, ce n'est pas facile, ça ne marche peut-être pas à tous les coups, mais en tout cas, je pense qu'on a les moyens, dans l'économie sociale et solidaire, d'impulser ça. Avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, ça réancre dans nos valeurs, dans nos principes coopératifs, et ça permet de diffuser cette façon de travailler. Pour répondre à la question de la taille critique, moi j'aime beaucoup cette question parce que c'est une vraie, de mon point de vue, c'est un vrai risque pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, des fois de passer à côté de leurs valeurs et de leur mission. Et je pense qu'il n'y a pas une taille critique vraiment au sens de quand je suis petit, je suis très coopératif, quand je suis grand, je ne le suis pas. Mais je pense que quand on est petit et quand on est grand, on n'exerce pas sa gouvernance de la même façon. Et ça, il faut en avoir conscience.
Parce que quand vous décidez de façon démocratique dans une coopérative, par exemple, de 50 personnes, c'est pas du tout la même façon, ou dans une mutuelle, je dirais, hein, c'est pas du tout la même façon quand vous êtes 20 000. Évidemment, la représentation, c'est pas la même, la façon de prendre la décision, c'est pas la même. Donc si vous n'êtes pas en capacité de vous ancrer dans vos principes, de faire un principe de délégation pour prendre en compte tout le monde, vous passez à côté finalement de votre statut, et statut n'est pas forcément vertu. Donc la responsabilité territoriale, elle titille aussi les entreprises de l'économie sociale en disant attention, hein, vous avez une responsabilité, il faut l'exercer. Hein. Et l'exercer, c'est aussi d'être proche de vos sociétaires, de vos adhérents, de les écouter, et puis de vous former aussi, parce qu'on ne dirige pas un groupe coopératif de 50 comme un groupe multinational de 20 000 personnes qui a des implantations à l'autre bout du monde. Est-ce que je suis toujours coopératif quand je m'implante en Chine ? Ben voilà, ça c'est des questions, et c'est des questions qui n'ont pas de solution en disant à partir d'une certaine taille, je coupe, et là c'est coopératif, et là c'est pas coopératif. Il y a des coopératives qui ont besoin aussi de se réancrer dans leurs principes, même s'ils sont 50. Parce que voilà, la formation, encore une fois, on n'est pas formé toujours à ce qu'est une coopérative, au principe coopératif, comment je travaille avec mon voisin, comment je coopère, comment d'abord je l'écoute, comment je peux travailler en coopération. Et c'est un des défis, je pense, de l'économie sociale et solidaire. On fêtera donc les 10 ans de la loi, mais c'est est-ce qu'on coopère vraiment dans l'économie sociale et solidaire ? Et ça, c'est une vraie question. Et moi, je crois que le fait d'avoir des entreprises conventionnelles, ça nous permet aussi de se réancrer sur les valeurs et de dire « Oh, attention, j'ai besoin de travailler avec eux et j'ai besoin parce que ma communauté, elle a besoin. Parce que mes étudiants, ils ont besoin de trouver un travail qui fasse sens. » On dit « les jeunes se désengagent ». Non, ils s'engagent différemment. Moi, je le vois en cours. Hein. Vous n'avez pas intérêt à passer 2 heures à papoter, blablabla, hein, parce que là, vous en avez perdu... la moitié au bout d'une demi-heure et encore, je suis gentil, quoi. Non, il faut se mettre à l'écoute et essayer de répondre à cette écoute-là pour vraiment impulser d'autres dynamiques. Et on a besoin, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Le monde, la bifurcation, changement climatique, on n'a pas le choix. Et on est en train de basculer. Et on va basculer très vite et très gravement. Désolée, je ne voudrais pas plomber. Hein. Merci, excusez-moi. Donc, bonsoir. Donc, Association Verdun-les-Arts, qui est porteuse d'un projet d'habitat inclusif. Souvent, dans tous ces projets donc, de l'économie sociale et solidaire, on a besoin de financement pour arriver à fournir des services qui soient acceptables et finançables par des gens pour lesquels c'est destiné. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la place du mécénat d'entreprise ? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore valable ? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Est-ce que c'est vertueux ? Parce que je pense que ça peut être une bonne solution. Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, de plus en plus, on voit apparaître des fondations et puis l'évolution du mécénat. Et ce mécénat-là, oui, c'est des fonds. Après, c'est dans quelle logique c'est fait ? Comment c'est travaillé avec... les parties prenantes, avec les associations, parce que la question du financement, je l'ai dit, hein, pour moi, il y a deux éléments majeurs, c'est la formation et le financement. On a besoin de soutien financier. Et aujourd'hui, on n'a pas le soutien financier à hauteur de ce qu'on pourrait espérer dans l'économie sociale et solidaire. Les coopératives, et là pour les coopératives agricoles, c'est clair, elles se sont développées sur la base de leurs coopérateurs d'abord. Quand on leur demande quelle est la première source de financement, ils vous disent les coopérateurs, nos associés coopérateurs. Mais ce n'est pas suffisant. Donc effectivement, le mécénat est une voie, je pense, pour faire évoluer le soutien aux entreprises. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non. Est-ce que vous pensez que ce mécénat arrive assez facilement ? Ah ben non, il faut... Voilà, non, rien n'est facile. En revanche, moi, ce que je vois apparaître dans les fondations, de plus en plus de fondations qui font évoluer leur modèle pour la prise en compte des besoins. Et donc, développer
une philanthropie stratégique au sens où on n'est pas seulement là pour donner un soutien financier, mais on accompagne, ce qui est une autre logique. Et donc, dans le mécénat d'entreprise, je pense que l'accompagnement est très important. Je vais prendre un autre exemple peut-être sur Michelin. Ce qu'expliquait Michelin dans son ancrage au territoire, il disait, mais finalement, nous, on est un groupe voilà, très structuré, etc. Évidemment, on soutient les associations sportives du territoire, comme classiquement. On dit, mais depuis quelques années, on a fait évoluer, on a une fondation et en fait, on fait évoluer les choses. On demande à nos salariés de venir en aide à du montage de dossiers et d'entreprises. Parce que finalement, eux, ils savent et ils peuvent aider des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui voudraient créer leurs entreprises. Et ça, c'est une forme de soutien qui n'est pas forcément monétisée, mais qui montre la façon dont on s'inscrit sur son territoire. Parce qu'évidemment, s'il y a une entreprise qui se crée, même si c'est une boulangerie, ça n'a aucun intérêt en termes d'activité pure, directe de Michelin. Mais en revanche, ça permet de conserver une activité sur le territoire, donc des emplois, donc des besoins pour avoir des écoles, de la mobilité, etc. Et donc ce changement-là, oui, il s'opère et il montre qu'on peut travailler différemment. Donc je parlais du changement des relations publiques-privées avec la redéfinition des politiques des collectivités territoriales, mais on le voit aussi dans la redéfinition des politiques d'ancrage des entreprises conventionnelles qui vont se changer de posture. Voilà. Est-ce que ça répond là? Ouais. Merci. Il faut le petit bouton là. En fait, il faut le bouger. Oui, bonsoir. La question a été posée tout à l'heure dans l'assistance de savoir la façon dont on aurait pu entraîner les entreprises à s'inscrire dans cette orientation de responsabilité territoriale. RTE, RSE, on est obligé à un moment de faire le lien. Puisque une entreprise bon, c'est très en vogue de parler de RSE, mais c'est vrai qu'une entreprise qui s'engage dans la RSE, qui peut être un concept porteur et puis qui est souhaitable, elle peut aussi regarder du côté du territorial. Donc moi, j'avais une première question, c'était de savoir si finalement une des façons aussi d'embarquer les entreprises sur ces logiques-là, ce ne serait pas tout simplement d'intégrer dans la RSE cette notion de RTE, voilà. Et puis sur la question du financement des entreprises, on a parlé tout à l'heure du mécénat d'entreprise. Il me semble qu'il y a un concept de mécénat territorial qui est sorti dernièrement, mais je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si vous pouvez développer ce point. Ok, merci beaucoup. Alors comme je le disais tout à l'heure, dans la RSE, si je regarde la norme ISO 26000, responsabilité sociale des entreprises, pardon, on a un volet territoire, au sens de on demande à l'entreprise de regarder ses parties prenantes, de faire sa matrice de matérialité, d'identifier les acteurs, mais on n'a pas pour autant, dans l'identification des acteurs, une demande spécifique de s'ancrer sur le territoire. On a une autre norme où on va travailler sur, alors le numéro m'échappe, mais où on travaille sur le management des collectivités via leur territoire. Donc on voit qu'on a des éléments. Et quand je dis c'est la RTE, ce n'est pas une RSE territorialisée, c'est parce qu'on a un changement de logique. C'est-à-dire que mon entreprise qui est en RSE, pour autant, elle ne va pas se co-construire un système d'interrelation et faire en sorte que la valeur qu'elle crée, c'est une valeur qu'elle partage avec le territoire. Ça, c'est une notion, je pense, qui est différente. De même que travailler en collectif et en responsabilité pour le bien commun, on va vraiment s'intéresser à répondre aux besoins. Or, une entreprise en RSE, ce n'est pas sa logique. Elle va avoir son déploiement et elle va continuer à faire son activité d'entreprise. Après, on peut avoir des entreprises qui sont en RSE et quand elles sont vraiment très RSE, elles vont s'inscrire dans des processus de développement territorial et elles vont participer à des processus de responsabilité territoriale, mais on a vraiment un changement de nuance en raison des deux bascules
de l'individuel au collectif, et partir des besoins pour construire une réponse. Donc ça, je crois que pour moi, fondamentalement, c'est ce qui différencie RSE de RTE. Pour répondre à la question sur les financements, et notamment le mécénat territorial, encore une fois, nous, on est parti d'une hypothèse de recherche. On s'est dit, le territoire, c'est là où on va créer les solutions. Et donc, ce n'est pas étonnant, le territoire, on le voit maintenant cité de partout. Les collectivités, le mécénat, la responsabilité. On voit des rapports qui sortent en disant oui, faisons attention au territoire. Mais encore une fois, et c'est pour ça que c'est une notion qu'on a voulu poser et on a un programme de recherche pour cela, sur lequel moi j'ai vraiment insisté pour 4 axes. Le premier, c'est les définitions. On ne réinvente pas l'eau chaude et surtout, on ne fait pas un concept qui serait paillette, attrape tout, et du coup, qui plairait bien, mais dans 3 ans, si on fait pipeau, ça sera terminé, quoi. Donc, un axe, définition des termes. Deuxième, c'est l'expérimentation. C'est regarder concrètement ce qui se passe dans les différents territoires. On va avoir 20 expérimentations. Du territoire zéro chômeur, du PTCE, du pôle de coopération territoriale, une monnaie locale, des SIC, des plans d'alimentation territorialisés. Donc en fait, tout un ensemble pour se dire, c'est cette diversité qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe et de proposer un accompagnement aux acteurs. Non pas sous la forme d'une règle ou d'un label en disant, tac, toi on te labelle RTE, toi non, mais plutôt pour comprendre les régularités, voir comment ça se passe, comment apparaissent les freins, comment on lève les obstacles et ainsi de suite. Troisième axe, ça va être sur la gouvernance. C'est gouvernance de comment les différents niveaux s'articulent. On voit bien qu'on a des collectivités territoriales qui jouent et on a des entreprises qui sont multiniveaux, on a des entreprises qui sont ancrées localement et qui pour autant vont être au niveau régional, national, international. Donc comment on peut développer des processus pour travailler en partenariat, en décision et en emboîtement de ces différents niveaux. Et puis un dernier volet, 4e axe, c'est la question de la mesure et de la création de valeur. Parce qu'on n'est pas sur de l'impact. C'est très à la mode, c'est vrai, on en parle beaucoup. Mais nous, on pense que l'utilité sociale est plus importante. Cette utilité, c'est de la valeur qui est créée et qui est partagée. Et ça nous intéresse beaucoup plus d'identifier à quelles conditions on crée cette valeur, comment je la partage, comment je fais des chaînes. On parle de l'économie circulaire. Oui, c'est bien, parce que ça permet de repenser autrement les chaînes d'approvisionnement, les déchets, le recyclage, etc. Mais comment je mets ça en place sur un territoire et comment je peux apporter une réponse aux besoins de mon territoire. Et effectivement, l'histoire, elle compte. On va avoir des configurations qui vont être différentes, des acteurs qui sont différents, des ressources qui sont différentes. Et donc, ce processus de valeur, il est très important. Il est d'autant plus important qu'il faut associer à la fois des systèmes économiques, des systèmes politiques et des systèmes vivants. Je veux dire, il faut prendre en compte la planète, il faut prendre en compte le bien-être des animaux, l'eau, les sols. Ce sont des enjeux qui sont majeurs. Et on doit absolument arriver à montrer comment on crée cette valeur-là et comment je peux la mesurer et comment je peux la partager. Voilà, c'est notre conviction. Et du coup, quand vous dites comment le financement, voilà, la modification du financement, je pense que là, on voit des choses qui se changent, qui évoluent. Et ce qui est amusant, c'est que responsabilité territoriale, et pour revenir sur le sondage du mois de l'ESS de l'année dernière, tout le monde disait « Ok, les entreprises doivent avoir une responsabilité ». Mais après, dans les différentes rencontres qu'on a organisées, quand on demandait « Mais c'est quoi une responsabilité territoriale ?» c'était pas très clair. Donc, on voit bien que ces termes-là, il faut les clarifier, il faut les identifier. C'est pas du n'importe quoi, et ça permettra aussi de faire changer, parce que les collectivités territoriales, elles deviennent de plus en plus en responsabilité de beaucoup de choses, et que pour assumer leurs responsabilités, il va falloir qu'elles partagent et qu'elles recréent du lien ou des relations autrement avec les entreprises, avec les associations, avec les mutuelles, avec les entreprises conventionnelles, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur,
Merci beaucoup. Je crois que d'abord, il y avait une question là, et puis après, derrière, si je puis me permettre. J'ai une vision, c'est ma vision. Alors moi, c'est pas vraiment une question, ouais. C'est peut-être, maintenant je commence à comprendre ce que vous dites. On a, enfin, je crois, hein, j'espère que je ne me trompe pas. On a à Pamiers une AMAP, hein, pour l'aide au maintien de l'agriculture paysanne. Et cette AMAP, c'est un regroupement de producteurs agricoles, de paysans, qui sont très soucieux de l'environnement, du bien-être des animaux, de la culture propre. Hein. Et alors on s'engage auprès de ces paysans, des gens, je crois que ça illustre bien votre histoire de responsabilité territoriale des entreprises, parce que nous-mêmes, les gens qui travaillons avec la MAP, qui posons des commandes, en début d'année, on a un contrat avec les producteurs, tous les consommateurs de la MAP, et ce contrat permet que ces paysans sachent combien ils toucheront de salaire pour ce qu'ils produisent dans l'année. Ils n'auront jamais ils n'iront pas comme quand ils vont au marché, s'il pleut, il n'y a personne. Non, là, c'est sûr que chaque semaine, les gens viendront chercher leurs produits. Ces produits sont payés, c'est sûr. C'est sûr que c'est payé puisqu'on fait une quantité de chèques à l'avance. Et là, dernièrement, il y a eu un problème chez un des agriculteurs. Il produit les œufs, les poulets, et il a eu une catastrophe. Il a eu une salmonelle dans ses œufs. Eh bien, les consommateurs, là, les clients de la MAP, ont décidé de ne pas demander le remboursement de leur chèque œuf pour aider ce paysan. Voilà. Parce que nous, on a le souci, on a envie que ces petits paysans, ces petites structures continuent à vivre dans la jungle, hein, là. Puis alors, de temps en temps, on va peut-être aller aider une ferme, ou alors se retrouver dans une ferme, essayer de comprendre comment est son travail, comment sa vie, voilà. Ben écoutez, merci beaucoup, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Effectivement, dans la MAP, vous vous engagez sur un contrat sur 1 an, toutes les semaines à prendre un panier avec un prix et vous ne regardez pas ce qu'il y a dans le panier. En revanche, vous ne faites pas seulement un échange de panier moyens financiers. Comme vous le dites, il y a un principe de solidarité, vous comprenez le souci. Et puis, à un moment, vous allez rencontrer votre producteur, vous allez créer du lien. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est une autre façon de consommer. Et ça va me donner l'occasion aussi de dire, peut-être parce que je n'ai pas lu jusqu'au bout tout à l'heure, moi je crois qu'il faut donner un revenu digne aux producteurs et il faut donner la possibilité aux consommateurs de manger sainement. Et il ne faut pas opposer les uns aux autres. Parce que ça, c'est vraiment l'erreur que de monter les gens contre. Mais le principe de coopération et de solidarité, c'est associer les deux. Et ça, c'est possible. C'est possible dans tous les territoires, mais ça se décline peut-être différemment. Et donc, je vous remercie encore pour cet exemple qui me permet de rappeler ça, quoi. Merci, madame. Alors, toujours des coopératives. Moi, j'ai l'impression qu'on régresse plutôt parce qu'il y a quelques années, en 2018, par rapport à des financements, on pouvait faire appel à des fondations pour avoir des subventions et pour nous aider. Les fondations maintenant refusent parce qu'on est des SCIC ou des SCOP. Et l'année dernière, on avait encore le droit de faire des reçus fiscaux en tant qu'entreprise d'insertion et chantier d'insertion, parce qu'on est chantier d'insertion et entreprise d'insertion, ce qui pouvait nous donner des dons, obtenir des dons. On n'a plus le droit. Donc l'année dernière, nous, on a essayé de monter une association. Donc, parce que nos salariés parfois arrivent, n'ont rien à manger, n'ont pas de logement même, et leur première partie de paye, on ne voulait pas leur laisser en acompte. Et après, parce qu'au niveau de la loi, une entreprise ne peut pas donner 200 € ou un panier, sinon c'est des avantages en nature.
Donc on a voulu monter cette association, mais maintenant d'intérêt général, alors que je pense qu'on est vraiment d'intérêt général quand même, on n'a pas eu l'agrément d'intérêt général. Donc on se bat pour remonter une association et voir comment on peut faire. Et bon, voilà. Je dis souvent qu'en tant que SCOP, que nous, on est, alors je ne vais pas dire le mot parce que c'est un peu une insulte, mais on est entre les deux et on ne sait pas vraiment où se situer. On n'est pas vraiment une entreprise, mais on n'est pas vraiment une association. Et c'est se battre 2 fois plus parfois. Alors, merci beaucoup pour le témoignage. Vous ne savez pas où vous situer, je dirais que vous êtes une entreprise. Hein. Par contre, vous êtes une entreprise avec un multisociétariat. Et ça, effectivement, ça ne se gère pas comme une entreprise conventionnelle, ni comme une coopérative classique. Donc, il faut adapter les principes de gouvernance et vous renforcer. Il y a un avantage et un inconvénient, hein, comme dans toute chose. L'avantage, c'est que le fait d'être multisociétariat, théoriquement, ça renforce votre projet d'entreprise parce que ça l'ancre et ça lui permet de donner une force en associant des collectivités, des usagers, des producteurs, différentes parties. L'inconvénient, c'est que forcément, c'est des fois pas trop facile à piloter. Et 2, c'est pas toujours facile d'être reconnu. Et ce que vous soulignez le montre bien. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et il n'est pas dit que voilà. Et ça, c'est des choses à faire encore évoluer, changer. Donc voilà, je ne peux pas dire autrement ou autre chose, mais en tout cas, il y a des lois encore à travailler. Et la discussion autour des SIC qui quand même explose. Hein. Donc on montre que dans tous les secteurs d'activité, on peut s'organiser de cette façon-là. Donc voilà, bon courage. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais faire un petit retour d'expérience. Comment dire, donc, mon mari, qui était ingénieur dans l'aéronautique, a quitté son job il y a 12 ans pour devenir agriculteur. Donc il vend en circuit court, en AMAP, il est en bio, etc. 12 ans après, c'est pas facile en fait d'avoir quitté ce job-là. Et il y avait un vrai choix de décroissance avec un projet familial. Et du coup, je suis toujours convaincu de ce choix, mais les cours du bio sont très bas. Les gens n'ont plus forcément les moyens de payer de la viande, puisqu'il est en viande en bio. Donc il y a des initiatives qui sont faites localement pour justement pas aller uniquement vendre à Toulouse sur un réseau de cadres Airbus, hein, mais d'aller créer du développement local, territorial, pour vendre aux gens du territoire. Voilà. Ça, c'est le premier constat. En fait, c'est pas facile. 12 ans après, et c'est là où faut sortir un petit peu de, comment dire, de l'utopie. Et pourtant, voilà, si on a fait ça, c'est qu'on était un peu utopiste il y a 12 ans. Mais il faut sortir un peu aussi de l'utopie. L'agriculture, c'est difficile. Et aujourd'hui, avec les conditions, les changements qu'on voit, c'est difficile. La conjoncture économique ne facilite pas les choses. Donc voilà, premier constat. Deuxième constat, c'est que moi, il y a 6 ans, j'ai créé une coopérative, une entreprise d'insertion en coopérative. Et je n'étais pas toute seule puisque c'est une coopérative. Mais j'ai quitté aussi un job assez confortable aussi dans l'aéronautique pour créer cette entreprise en territoire rural, même si on est quand même encore en Basse-Ariège. Et 6 ans après, c'est pas facile non plus. Et on retourne, en fait, on a essayé de vraiment créer cette entreprise en s'appuyant sur l'économie locale. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas possible. On est obligé d'aller chercher le boulot à Toulouse, à Paris et partout ailleurs en France. Alors, on est dans le numérique, c'est plus facile que quand, comme nos amis de Vertex, on est sur du tri textile. Mais en fait, on est obligé d'aller chercher le travail en dehors du territoire pour pouvoir faire vivre des gens du territoire dans des parcours d'insertion et pour pouvoir continuer à proposer une partie de notre offre à des acteurs du territoire, sur de la communication notamment. Donc c'est vraiment important ce que je veux dire, c'est de ne pas séparer les mondes. C'est bien, enfin, il ne faut pas changer les convictions qu'on a, et que ce soit sur le bio ou sur la coopérative ou l'insertion, elles restent intactes. Mais il faut être aussi dans la réalité économique du moment. Et on a fait des choix, on a quitté un monde, mais en fait, on a besoin de ce monde-là parce qu'aujourd'hui, c'est quand même celui qui tire l'économie. Voilà.
Oui. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et puis pour oui, de souligner que on n'est pas dans un milieu de bisounours. Alors on peut avoir une utopie ou un rêve, mais après, moi je pense que très concrètement, la RTE, c'est le moyen d'ancrer le rêve dans la réalité. Alors, je ferai deux réactions par rapport aux 2 points que vous avez posés. L'alimentation, c'est un enjeu aujourd'hui. On était dans une période de déflation, perte du repère de ce que ça coûte un aliment sain, bio, local, etc., à une période d'inflation aujourd'hui qui ouvre encore plus la porte à un produit importé, fait dans des conditions, on ne sait pas trop, avec des coûts très bas. Et on arrive en compétition et donc on met finalement le consommateur devant un choix entre son idée ou son idéal d'avoir un produit local bio et puis la réalité de son panier où il faut nourrir une famille et c'est pas toujours évident. Donc l'alimentation, c'est un enjeu majeur. Tout à l'heure, on a parlé de la mobilité, l'habitat. Ce sont des questions qui sont fondamentales et c'est des questions de territoire. C'est des questions où on doit, en tant que citoyen, pouvoir travailler à y répondre. Et c'est pas parce que certains ont pris, justement, on fait le choix de créer une coopérative, de s'inscrire, etc. Et on voit combien c'est difficile l'agriculture aujourd'hui, combien est difficile l'agriculture aujourd'hui, qu'il faut que ça soit seul. Parce que c'est ça, faire le bien commun, c'est de se dire quelle activité je veux développer sur mon territoire et comment je le fais. Donc c'est sûr qu'il y a des initiatives individuelles, voire collectives quand c'est une coopérative ou une association, mais c'est une question pour laquelle on est tous concernés. Qu'est-ce que je choisis comme mobilité? Qu'est-ce que je choisis comme mode d'habitat? Tout ça, ça doit être traité collectivement sur un territoire. Et c'est pour ça qu'on parle de gouvernance partagée. À un moment, il faut que ça devienne un projet politique. Pas seulement un projet économique ou un projet social ou un projet environnemental. Puis le deuxième point, la deuxième réaction que je voudrais avoir, c'est effectivement, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais le local, c'est pas forcément l'enfermement. Faire territoire, il y a un emboîtement, comme je le disais, mais y compris des activités économiques. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, quand on a fait le livre blanc, donc on avait des groupes de travail, on avait des réunions très interactives et on posait des questions, etc. Puis à un moment, il y a une entreprise qui s'est exprimée, qui dit moi, ça fait 50 ans que je suis à Bordeaux, j'ai aucun client. De toute façon, j'ai aucun client en France. Mais on m'a proposé plein de fois de partir de Bordeaux. Je refuse à chaque fois parce qu'en fait, nous, on est une entreprise ancrée à Bordeaux. Ce qui nous intéresse, c'est d'être ici. On est de là. Et ce qui nous intéresse, c'est de développer le territoire bordelais, la ville de Bordeaux. Et donc les autres se sont dit, mais pourquoi vous êtes là? Mais pour ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, il y a d'autres entreprises qui se créent, qui y a une activité, on est après de la culture, des activités, etc., diverses et variées. Et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans cette responsabilité territoriale et que ça nous intéresse et qu'on a envie d'y participer. Donc, il ne faut pas se sentir, je dirais, à un moment culpabilisé parce qu'on va trouver des clients ailleurs. Effectivement, des fois, le territoire fait qu'on n'a peut-être pas forcément de ressources, mais il n'empêche que vous êtes toujours là et que vous allez participer et que peut-être que demain, vous aurez plus de demandes au niveau du territoire ou que vous pourrez combiner différents territoires parce qu'on est en multi-appartenance. J'avais un collègue qui disait ici et ailleurs. Je suis ici parce que j'appartiens à ce territoire, parce que ma famille est là, parce que mon histoire est là. Pourtant, je vais travailler ailleurs parce que ma situation fait que... Et je suis ici, mais je suis aussi ailleurs. Et comment je crée ce lien-là? Et ça va caractériser aussi mon territoire, d'avoir des gens qui sont peut-être des navetteurs, ou certains qui sont plus inscrits à Toulouse ou à Paris. Voilà. Et c'est ça, la diversité du territoire. Et c'est pour ça qu'il faut trouver les moyens d'accompagner les porteurs de projets et d'activités sur les territoires pour créer une dynamique d'entreprise. C'est important. Une dynamique qui permette aussi la réalisation de différentes activités. Et cette responsabilité territoriale, elle doit être
Donc accompagner, on doit se former, on doit avoir une ingénierie de projet de façon à pouvoir lever et construire collectivement le projet qu'on veut de société. Et ce projet de société, ça sera le projet de Foix, ça peut être le projet d'Ariège, ça peut être le projet de la région, et progressivement dans une société qui est une société ouverte et pas fermée. Alors je ne sais pas si ça répond à votre commentaire, mais faire prendre conscience aux autres acteurs autour de vous que vous maintenez une activité, que ce n'est pas facile et qu'il y a un besoin de soutien. Peut-être parce qu'on va recréer une AMAP, peut-être parce qu'on va développer une demande de restauration collective en disant ben voilà, on va soutenir une agriculture qui est localisée. C'est ça, il faut faire connaître les besoins de façon à trouver collectivement des réponses. Voilà, merci beaucoup.